Bonjour, je suis Virginie Nogueras et j'ai la chance de pouvoir animer cet atelier au milieu de femmes et d'hommes passionnés. Bienvenue dans ce nouvel atelier à l'occasion de cette deuxième édition du Parlement des entrepreneurs d'avenir. Jean-François nous rejoint, Jean-François Faringue, prenez place. Un Parlement haut en couleur, on a pu le voir en démarrant cette première rencontre qui rassemble autour d'une journée plénière et atelier un certain nombre d'acteurs clés de notre société, des décideurs économiques, publics et sociaux, souhaitant se tourner vers une gouvernance plus démocratique, plus participative et soucieux de placer le développement durable au cœur de leurs projets et missions. Alors, je vous présente tout de suite nos invités qu'on a la chance d'avoir autour de nous. Éric Boel, directeur des tissages de Charlieu, président d'Altertex. Je pense que ça mérite quelques applaudissements quand même pour lancer un peu l'atelier. Jean-François Faringue, délégué régional du groupe La Poste, qui vient nous rejoindre. Bonjour Jean-François. Je ne suis pas seule puisque j'ai Léna Gettner, directrice de Rhône-Alpes à mes côtés. Bonjour Léna. À ma gauche, David Kimmelfeld, premier vice-président économique Grand Lyon. Bonjour. Pierre Pellouzet, on s'est croisé un petit peu rapidement tout à l'heure. Voilà. Il est très grand, Pierre Pellouzet. Voilà, il m'impressionne. Médiateur national des relations interentreprises. Et Thierry Roche, au bout de cette assemblée, architecte gérant de l'atelier Thierry Roche et associé. Alors, je ne voudrais pas oublier quand même nos trois témoins qui sont juste devant moi. Thomas Gentillot, cofondateur de Pistil. Thomas, vous pouvez peut-être vous lever, qu'on puisse vous entiller. Il a mis une fleur, une chemise pleine de fleurs, vous comprendrez pourquoi. Kevin Guillermin, cofondateur du groupement régional alimentaire de proximité. Et Antoine Payon, milieu, fondateur de Dessine-moi une ville. Bonjour Antoine. Entreprises et société civile, quelle coopération pour quelle innovation est le thème de notre rencontre. Alors, comment dépasser les clivages entre les univers privés et publics? Comment favoriser l'alliance entre ces différents modèles économiques? Quel renouveau possible ou changement de paradigme pour répondre aux enjeux sociétaux, économiques et environnementaux? Comment repenser nos anciens schémas en amenant l'innovation au plus près des régions, de la société et du citoyen? Au cœur de ces vieux défis, l'innovation et les nouvelles coopérations pourraient bien être justement la réponse que nous cherchons pour révéler notre potentiel de croissance. Alors, avant de plonger dans quelques minutes dans l'univers passionnant de nos intervenants, et parce que je crois que c'est une des traditions au sein du Parlement des entrepreneurs d'avenir, vous conviendrez, Madame, Messieurs, qu'il est toujours plus heureux de démarrer une rencontre, une conversation en connaissant un petit peu les personnes qui sont autour de vous. En l'espace de 2 minutes, et je crois qu'on a une maîtresse du temps, je ne sais pas où est la personne, voilà, elle est là-bas, elle lève le doigt. Donc en 2 minutes, je vous demanderai simplement de vous présenter à votre voisin ou à votre voisine en lui demandant qu'est-ce qu'il attend de cet atelier et de cette journée. Voilà. C'est top départ ? Alors nous aussi, non? On peut se présenter. Oula, la maîtresse du temps, non, j'allais dire, se rapproche dangereusement de nous. Je dirais juste quand on y sera, il reste 25 secondes. Il vous reste 25 secondes pour prendre les cartes. Dépêchez-vous, distribuez.
Stop. Stop, stop, stop. Notre maîtresse nous a dit stop. Alors voilà, les premières présentations sont faites, je crois, dans la salle. Les contacts pris, les cartes échangées. Je vous propose de plonger tout de suite dans l'univers passionnant de nos intervenants, au cœur de leurs projets, de leurs ambitions et de leur parcours. Je vous rappelle, chers intervenants, malgré tout, que je vous poserai une ou deux questions, que nous avons droit sur le plateau à 5 minutes de réponse. Il va falloir être concis et bref, malgré la passion qui vous anime. Mais le public viendra vous chercher dans cette deuxième partie de débat. Et puis, nos 3 témoins vont être timés. Vous avez vu comment ça se passait tout à l'heure pour présenter les projets. Alors, pour démarrer ce débat, si vous voulez bien, honneur aux dames. Léna, vous êtes la fondatrice de Rhônalpia, un incubateur, comme son nom l'indique, en Rhône-Alpes, qui accompagne depuis 2013 des jeunes entrepreneurs sociaux de moins de 30 ans et bénéficiant, en tout cas, vous avez mis en place autour d'eux un pool de compétences pour pouvoir les accompagner. Alors, avant de revenir sur cet incubateur, et en préparant cet atelier, Léna, vous m'avez fait la confidence de 2 rencontres qui vous ont particulièrement marqué et qui ont été le moteur, finalement, de la création de cet incubateur. Vous pouvez nous raconter ? Bien sûr, bonjour à tous. Ces 2 rencontres, elles sont finalement individuelles, mais c'est plutôt des questions de trajectoire et des questions qu'on se pose au quotidien, ma génération, mais aussi toutes les générations qui sont là aujourd'hui. La question, c'est comment est-ce qu'on peut s'engager encore aujourd'hui ? Avec la boulimie d'informations avec laquelle on est abreuvé en permanence sur tous les maux de ce monde, comment est-ce qu'on peut faire un choix ? Comment est-ce qu'on peut décider de donner au Téléthon plutôt qu'à Ebola ? Comment est-ce qu'on peut se battre contre la famine plutôt que contre le chômage ? Et à partir du moment où on sent qu'on a cette flamme, qu'on a cette envie de s'engager, ça devient très difficile de trouver un combat et de le transformer en énergie positive. Encore ce matin, vous êtes tous venus comme moi par la préfecture. Je pense que certains d'entre vous ont vu la queue devant la préfecture, des familles, notamment qui viennent pour des papiers. On peut penser tout ce qu'on veut de la question des sans-papiers en France. En tout cas, quand on voit une queue de 2 heures avec des enfants le matin dans le froid, on se dit qu'il y a sûrement quelque chose à faire. Donc moi, c'était ma grande question quand j'étais adolescente, c'était que je voulais changer le monde et je ne savais pas trop comment. Voilà, c'était un peu mégalo, mais j'y croyais. Et j'ai fait 2 rencontres qui ont été cruciales. La première, c'est avec Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, qui est un philosophe ardéchois et qui parle notamment souvent du mythe du colibri, que je vais vous raconter très rapidement. Le mythe du colibri, la forêt prend feu et tous les animaux de la savane s'enfuient, à part le colibri, qui est un tout petit oiseau qui fait cette taille-là, qui va prendre une goutte d'eau dans le lac et qui va essayer d'éteindre le feu. Et le lion, le roi de la savane, se tourne vers lui et lui dit « Mais colibri, qu'est-ce que tu fais ? Ça sert à rien. » Et le colibri lui dit « Je sais, mais je fais ma part. » Et ça, pour moi, ça a été une révélation. Ça a été de se dire « Ok, je ne pourrais pas résoudre le conflit israélo-palestinien, je ne pourrais pas lutter contre la faim dans le monde avec mes petits bras. Par contre, je peux faire ma part, je peux faire mon job, comme le disent les Américains. » Et ensuite, j'ai rencontré un grand monsieur qui s'appelle Mohamed Younous, qui est prix Nobel de la paix, et qui, lui, m'a parlé d'entrepreneuriat social. Il m'a parlé de tous ces individus à travers le monde qui créent des business au service de l'intérêt général et qui décident de réinventer l'économie et, comme on le disait ce matin, comme monsieur le préfet le disait ce matin, de passer à la société B, de passer au plan B, en fait, le plan A ne marche plus. Donc il faut réinventer des nouveaux modèles et des nouveaux modèles économiques. Et c'est ces 2 rencontres qui finalement m'ont fait comprendre que changer le monde dans sa globalité était très dur, à part si on faisait de la politique, mais qu'en tout cas, chacun doit faire sa part et à un niveau très entrepreneurial, très individuel. Il fallait faciliter la transformation de cette énergie négative qui finalement est de la frustration de ne pas pouvoir avoir un impact sur le monde en énergie positive, en agissant au quotidien. Bravo Léna. Par-delà cet incubateur, quel est l'enjeu pour vous de ce nouveau mouvement entrepreneurial social, ou en tout cas cette nouvelle économie sociale et solidaire ? Pour moi, l'enjeu, c'est de réussir à décloisonner, à créer de la porosité entre les différents secteurs. Le monde associatif vit très bien, a peu d'échanges avec le monde économique, beaucoup plus avec le secteur public. Nous, notre enjeu, c'est d'apprendre aux entrepreneurs qu'on accompagne, donc des entrepreneurs sociaux, les 3 langages. Le langage des collectivités, le langage des entreprises et le langage des associations. Et en fait, ils ne parlent pas la même langue, ces 3 mondes. Ils n'ont pas le même calendrier, ils n'ont pas les mêmes références, ils n'ont pas le même vocabulaire. Et donc, il faut avoir ce travail de pédagogie et permettre à chacun d'avoir la clé
pour pouvoir se tourner vers d'autres milieux. Donc, très concrètement, nous, dans l'incubateur, on a noué différents partenariats avec une quinzaine d'entreprises du territoire. Il y a un partenariat avec dans lequel on est très fiers, c'est qu'on travaille avec le MEDEF Lyon-Rhône. Et donc, ce sont des dirigeants d'entreprises, adhérents du MEDEF, qui, pour le monde associatif, sont plutôt vus d'une manière assez... bref, en tout cas qui parrainent nos entrepreneurs sociaux. Et donc, il y en a dans la salle ce soir. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils déjeunent une fois par mois avec nos entrepreneurs et ils essayent de leur rappeler que pour pouvoir distribuer de la richesse et pour pouvoir avoir un impact, il faut d'abord gagner de l'argent. Donc, c'est un peu le... Ils gardent la vision très business, ils sont derrière et ils sont vraiment dans cette optique-là. On a noué un partenariat avec le groupe Lafarge aussi, ce qui est assez intéressant sur du mécénat de compétences. Et donc, c'est des collaborateurs de chez Lafarge qui viennent faire du coaching et du mentorat pour nos startups, ce qui leur permet de voir un autre monde, de se mettre dans un autre univers. Donc, typiquement, on a l'une des comptables du groupe Lafarge qui vient une journée par semaine aider toutes les startups sur leur compta. On a le DRH qui vient nous aider, qui vient aider les entrepreneurs pour leur premier recrutement. Et donc, on est là dans des échanges qui sont à très petite échelle, mais qui permettent, tant pour les startups d'avoir un autre monde sur ces grands comptes qui paraissent inaccessibles, et pour les collaborateurs du groupe Lafarge de s'imprégner, de venir voir ces nouveaux business models, de venir voir cette énergie et cet enthousiasme qui se diffuse un peu partout. Bravo Lina, c'est chouette, c'est une belle énergie communicative. Alors vous parliez un petit peu des grands patrons politiques, enfin bon bref. Alors justement David Kimmelfeld, vous êtes aussi au regard de vos différentes missions, si je peux me permettre, un trait d'union entre cet univers public et privé. David Kimmelfeld, vous êtes aussi dirigeant d'une entreprise spécialisée dans le commerce et le transport maritime, mais vous êtes surtout connu pour être le vice-président au développement économique du Grand Lyon et maire du 4e arrondissement. Dans un contexte de limitation des dépenses publiques, comment malgré tout les collectivités vont pouvoir continuer à œuvrer aux côtés des entreprises dans le cadre de leur développement? D'abord, bonjour à toutes et à tous. J'entendais l'ENAL pour être finalement l'ambassadrice des politiques menées par le Grand Lyon, presque. Parce que, en fait, notre ambition, et je crois que c'est un des sujets aujourd'hui, c'est, elle l'a dit tout de suite d'ailleurs dans ses propos, de décloisonner. Et notre ambition, pas simplement celle d'ailleurs du Grand Lyon, mais je crois de l'ensemble des collectivités aujourd'hui, c'est d'accompagner ce mouvement qui s'est mis en route depuis quelques années, de décloisonner finalement l'économie sociale et solidaire et l'économie traditionnelle. Il y a encore une époque assez récente, qui date peut-être de 3-4 ans, où si on interrogeait quelques responsables de l'économie traditionnelle, pour eux l'économie sociale et solidaire, c'était quelques verts décroissants et quelques gauchistes qui souhaitaient un autre modèle. Et puis si on interrogeait l'économie sociale et solidaire, pour eux, le MEDEF, la CGPME et les patrons dans leur ensemble, c'était plutôt des gens qui cherchaient à affamer leur personnel et à détruire la planète. Et aujourd'hui, on sent que ce mouvement s'est enclenché, un mouvement de décloisonnement. Léna l'a dit, il y a aujourd'hui des collaborations extrêmement intéressantes entre l'économie traditionnelle et l'économie sociale et solidaire. Et je crois que c'est un mouvement de fond qui n'est pas prêt de s'arrêter, avec de véritables collaborations. On évoquait un certain nombre de sociétés, j'en évoquerai d'autres. Veolia, aujourd'hui, est en train de tisser des partenariats avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour faire un vrai travail de terrain qui n'est pas simplement pour faire plaisir à l'économie sociale et solidaire, mais parce qu'il y a des besoins que connaît Veolia, et Veolia ne trouve que dans les acteurs de l'économie sociale et solidaire les réponses à ces besoins. La SNCF, aujourd'hui, par exemple, interroge l'économie sociale et solidaire sur la problématique des SDF dans les gares, en disant on a une problématique. Notre problématique première, nous, c'est nos clients qui côtoient les SDF dans les gares, mais on veut y apporter une réponse qui ne soit pas simplement une réponse, on va dire, répressive. Il faut prendre en compte aussi les problématiques de ces SDF, et là, on retrouve les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc on sent bien qu'on a ces mouvements-là. Et nous, le Grand Lyon, on est là pour accompagner ce mouvement, pour quelquefois le susciter, de la même façon que depuis longtemps, on a eu cette tradition, et c'est sans doute pour ça que c'est peut-être un peu plus facile pour nous, dans cette agglomération, de mêler les collectivités avec l'activité privée. On a une gouvernance sur les grands projets économiques qui, depuis longtemps, nous permettent, nous, de collaborer avec les acteurs économiques, les chambres consulaires, le MEDEF, la CGPME, parce qu'il y a comme ça qu'on crée, nous le pensons en tout cas, du développement.
Moi, je voudrais juste quand même, puisqu'on a très peu de temps, hein, je crois, quand même attirer aussi l'attention en disant que il faut faire attention quand même au phénomène de marketing. C'est-à-dire que là-dedans, il faut aussi quand même lui donner du fond. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui est instauré. Maintenant, tout le monde veut faire de l'innovation sociale dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle société. Il faut que ça repose quand même sur des fondements un peu qui demandent une certaine expertise. Et qu'on ne se retrouve pas, comme on l'a pu le constater à un moment donné sur le commerce équitable, où tout le monde souhaitait un label. Ensuite, derrière, la chaîne, ma foi, elle était quelquefois un peu aléatoire, mais ma foi, on avait le label. Donc je pense qu'il faut aussi faire attention à ces phénomènes de marketing et avoir, je crois, une certaine exigence pour ne pas dévoyer ce principe-là de l'innovation sociale, de la responsabilité sociale des entreprises. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit vigilant sur cette affaire-là. Voilà ce que je pouvais en dire assez rapidement pour ne pas monopoliser la parole. Non, mais on aura l'occasion en plus d'en partager, de vous interpeller dans cette deuxième partie. Pour autant, quels sont justement les grands sujets autour desquels vous accompagnez? On parlait de l'organisation à travers les cinq grands pôles de compétitivité. Le réseau Lyon Entreprendre. Vous pouvez en parler un instant justement pour illustrer un petit peu les propos de cet accompagnement? Oui, très rapidement. Donc on a un accompagnement, nous, on va dire, sur d'abord les facteurs importants d'innovation que sont bien sûr les pôles de compétitivité, parce que c'est bien sûr sur notre agglomération un des volets extrêmement forts du développement. Nous avons un accompagnement assez fort sur la création d'entreprises avec un dispositif qui s'appelle Lyon Ville de l'Entrepreneuriat, mais qui est un dispositif aussi toujours très collaboratif et qui n'est pas simplement porté par le Grand Lyon, mais par l'ensemble des acteurs. On est en train d'ailleurs de faire évoluer cette gouvernance pour passer de Lyon Ville de l'Entrepreneuriat à plutôt Lyon Ville des Entrepreneurs. Je pense qu'il faut que ce soit les entrepreneurs qui expriment plutôt leurs besoins, plutôt que les structures qui apportent les réponses, qui expriment elles-mêmes les besoins pour les entrepreneurs. Donc il faut qu'on essaye de changer un peu ça et de le faire évoluer. Voilà un peu Et puis on a une attention particulière, et je pense qu'il faut l'intensifier aussi, sur ce qui tourne autour de l'économie de proximité. C'est-à-dire qu'on essaye dans cette agglomération de ne pas opposer, même si certains voudraient nous y pousser quelquefois pour caricaturer un peu nos actions, d'opposer l'attractivité, le rayonnement, l'innovation, le développement économique et puis l'économie de proximité. L'économie de proximité est quelque chose d'extrêmement important qui répond à des besoins de proximité, de territoire. Et donc il faut qu'on tienne finalement les deux rênes en quelque sorte de cette affaire-là, en même temps l'innovation, en même temps des facteurs de fort développement, mais en même temps aussi cette économie de proximité. Ça veut dire aussi le soutien à l'artisanat, ça veut dire le soutien à l'économie de proximité. Et pour faire le pendant avec l'économie sociale et solidaire, de la même façon, on a cru longtemps que dans l'économie sociale et solidaire, on n'avait que de l'économie de proximité, c'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire, ça se résumait aux AMAP. Et puis quand on se grattait un peu la tête, on essayait d'y trouver un peu de service à la personne. Aujourd'hui, dans l'économie sociale et solidaire, on y trouve effectivement les circuits courts, on y trouve aussi beaucoup d'innovation technologique, de l'innovation sociale. Donc on est sur tous ces champs-là. Et c'est, je crois, aujourd'hui le véritable décloisonnement dans tous les domaines que nous portons avec le Grand Lyon, mais aussi avec l'ensemble de nos partenaires. Parce que le Grand Lyon, comme toute collectivité, ne peut pas faire des politiques économiques tout seul dans son coin. Elle ne fait qu'accompagner en quelque sorte les initiatives privées, quel que soit le type d'initiative. Merci David. On va parler dans un instant justement de cette logique de circuit court et d'innovation. Et pour rester justement dans cette démarche de proximité et dans l'univers du public, donc je me tourne à ma droite vers Jean-François Faringue de l'Institutionnel, et d'émaillage possible avec le territoire. Je crois qu'il y a une entreprise qui tente là pour le coup de se moderniser rapidement, c'est le groupe La Poste. Donc vous êtes délégué régional du groupe La Poste, Jean-François. Alors La Poste, c'est ce qu'on se disait historiquement, c'est l'entreprise exprimée jacobine nationale. Elle vit là un profond changement structurel. On parlait d'une érosion forte en termes d'ailleurs de chiffre d'affaires, c'est pas négligeable en ce qui concerne votre activité. Alors, quelles sont les coopérations que la Poste aujourd'hui met en place pour associer justement cette attente de l'économique et du social? Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, comme vous venez de le dire, certaines de nos activités traditionnelles sont bousculées, enfin, notamment l'activité courrier, parce que du fait de l'Internet, les volumes de courrier que s'échangent les entreprises et les particuliers diminuent de 5 à 6% par an là, depuis 3 ans. Alors, nous avons en interne un modèle social et nous souhaitons continuer à garder tous les personnels qui travaillent dans ces activités. Et donc, on s'est posé la question de réinventer de nouvelles activités.
Et vous disiez entreprise jacobine, c'est tout à fait ça, une entreprise publique, nationale, qui offre les mêmes services sur tout le territoire. Il y a un vrai schéma de rupture à Et là on s'est dit, on va essayer de rompre avec cette façon traditionnelle de travailler, et puis de travailler avec les territoires, avec la proximité, et puis avec les besoins de certaines entreprises. Alors, on est parti du constat que notre activité courrier consistait à livrer du courrier, du papier dans les entreprises. Et puis on avait constaté que beaucoup d'entreprises, alors je parle des TPE parce que les grandes entreprises sont organisées autrement, avaient une difficulté donc à recycler leur papier de bureau. Bien souvent ça finit donc à la benne du ramassage des ordures de ménagères, mais qui sont destinées aux particuliers, que fait le Grand Lyon. Donc nous avons des circuits logistiques qui existent, on va dans les entreprises. Donc l'idée est venue de faire de la logistique inverse et d'utiliser ces circuits pour collecter, ramasser le papier dans les entreprises. Mais ça, c'est une première chose. Un peu plus loin, donc on s'est dit, et la société nous dit qu'il faut recycler ce papier. Et donc on a commencé à travailler donc avec des entreprises de recyclage de papier et qui nous ont expliqué qu'il fallait que le papier soit trié, qu'on ne pouvait pas le ramener comme ça, tel qu'il est collecté, donc sans tri préalable, donc à un recycleur de papier. Alors là, on s'est allié avec une entreprise d'insertion qui s'appelle Nouvelle Attitude, qui est implantée à Dessines, et qui nous fait donc un tri fin de ce papier que nous collectons dans les entreprises. Et ensuite, donc, nous allons remettre ce papier, Nouvelle Attitude, entreprise d'insertion, remet ce papier aux grands collecteurs, aux grands recycleurs de papier. Et là, on est allé un petit peu plus loin parce que dans les cahiers des charges donc, que l'on a avec que ces recycleurs de papier ont, on a souhaité que le recyclage se fasse sur le territoire national, c'est-à-dire que le papier soit recyclé, soit qu'on produise avec du nouveau papier, et que tout ça reste en France, parce qu'il y a une partie de recyclage de papier qui se fait à l'étranger. Donc vous voyez qu'on est dans une économie circulaire. Donc, cercle vertueux là, qui se met en place là. Et avec des circuits assez courts, avec des circuits assez courts. Le tri donc collecte dans les entreprises de Rhône-Alpes. Centralisation de cette collecte à Dessines. On essaie de travailler avec les papetiers qui sont implantés donc dans la région. Et donc ça a mordu parce qu'on a lancé ça il y a 2 ans. On ne savait pas trop où on allait au départ. Et puis on a à peu près aujourd'hui 460 clients dans la région. L'entreprise d'insertion Nouvelle Attitude s'est développée et donc elle a embauché un petit peu plus de monde pour donc faire le travail de tri, de séparation des papiers usagés. Donc je pense finalement on rend un service donc aux entreprises. Au point de vue CO2, on s'est appuyé sur les circuits logistiques qui existaient, donc on n'a pas mis une camionnette en plus, donc on optimise le circuit retour de nos camionnettes. Donc c'est un développement local, territorial, et c'est effectivement une grande première pour nous, puisque notre entreprise, de manière très traditionnelle, ne travaille pas du tout comme ça. C'est la première fois qu'on travaille en proximité avec les territoires. Toutes les entreprises connaissent ce service-là. Vous me disiez, donc ça s'appelle comment? Alors ça s'appelle Recigo. Ça Voilà. s'appelle Recigo. Alors on le propose d'ailleurs, on ne le propose pas à toutes les entreprises, on le propose aux entreprises, on part quand même de nos circuits, c'est une offre qui part quand même de nos circuits existants, donc on le propose là où on a des circuits retour qui sont à vide, et donc de manière à ne pas créer de circuits supplémentaires. Et donc je pense que je n'ai pas encore les chiffres pour 2014, mais on va être en progression assez significative. Donc je pense qu'on va arriver à peu près 500 entreprises, alors qu'on était à peine 300 donc à la fin de l'an dernier. C'est pas sur le nombre d'entreprises Rhône-Alpines, ça reste encore limité, mais enfin en tout cas c'est un service qui prend son essor et qui semble répondre
à des besoins. Vous me disiez, Jean-François, aussi, en échangeant au préalable, qu'il y avait aussi des choses qui étaient nouvelles pour vous voir en termes de comportement et en s'appuyant justement sur cette logique de lien social qu'animent finalement vos facteurs, hein, puisqu'ils sont connus. On vous demandait de plus en plus d'intervenir sur des missions, des opérations ad hoc, hein, que vous ne conduisiez pas à l'époque, en marque blanche. En quelques minutes, vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, parce que vous disiez entreprise jacobine et le terme est excellent. Donc on proposait effectivement des services, c'est la Poste, c'est les services de la Poste. Et là, on a des élus, il y a un maire d'arrondissement même de Lyon qui... c'est pas vous, David? Non, c'est pas David. Qui nous a fait, des élus qui nous font des demandes pour qu'on puisse proposer des services, mais en leur nom. C'est-à-dire, on a par exemple un maire d'arrondissement qui est soucieux comme du lien avec les personnes âgées, qui veut proposer des places de théâtre aux personnes âgées, et puis il a remarqué que ça ne marche jamais. C'est-à-dire que même si on dit, voilà, il y a des places de théâtre qui sont disponibles pour le mercredi à 15h, une heure qui convient aux personnes âgées, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une relation humaine qui se fasse. Parce que si on les envoie, bon, les gens les posent sur le buffet et ne les utilisent pas. Il faut qu'il y ait une relation humaine qui se fasse, et l'élu local en question me dit j'aimerais qu'on fasse ça en mon nom, c'est-à-dire non pas au nom de la Poste, mais qu'on dise voilà, monsieur ou madame Dupont, je vous amène de la part du maire de l'arrondissement une place de théâtre pour mercredi après-midi, et ça ferait plaisir au maire que... il serait très content que vous puissiez profiter de cette place de théâtre. Et donc il semble que ça marche beaucoup mieux effectivement quand le service est personnalisé, puis quand on abandonne un peu notre marque La Poste et qu'on agit au nom de la collectivité. Donc ça, c'est des choses qu'on va déployer dans les mois qui viennent. Voilà, donc des changements qui sont en train de se mettre en place justement pour générer cette relation inter-coopérative. Puis on espère bien peut-être le faire sur le 4e arrondissement aussi. Bon, David, je crois que le message est clair. Vous prenez sa carte en sortant de l'atelier. Je vais continuer avec Thomas Gentillot. Alors Thomas Gentillot, il est juste en face de moi, il est tout fleuri, vous comprendrez pourquoi. C'est un de nos 3 témoins, donc il y a des règles du jeu pour nos témoins à respecter. Je crois que vous êtes timé pendant 3 minutes. Thomas, vous êtes ingénieur paysagiste. Vous avez cofondé la société Pistil. Alors tournez-vous qu'on vous voit votre belle chemise à fleurs. Vous entretenez des jardins à travers, vous m'avez-vous dit, une approche empruntée de la sociologie et de l'écologie. Voilà, en permettant un lien social très innovant. C'est cela ? C'est à peu près ça, je dirais même de la psychologie sociale. Psychologie sociale. Mais je vais y revenir. Donc, Thomas Gentillot, je suis actuellement président d'une association, ce n'est pas encore une société. Autant pour moi. Elle va se transformer en société coopérative en janvier prochain. Je vais expliquer un petit peu pourquoi. En fait, moi, je suis issu du monde du paysage et de l'écologie. J'ai été dans une entreprise du paysage classique. Et j'ai été pas mal un peu confronté à plusieurs problématiques de la profession, que sont le ras-le-bol des jardiniers d'être juste poussés à pousser des tondeuses, justement, alors que c'est pourtant à la base un métier passion. Premier élément. Et deuxième élément, moi qui avais un petit œil d'écologue, je voyais ces espaces verts en plein milieu urbain qui étaient souvent à peu près de la nature morte. De l'herbe, des haies carrées, point final. Et pourtant, c'est un foncier qui est énorme en ville, c'est un véritable potentiel intéressant pour créer des véritables lieux de vie. Et je me suis inspiré après aussi de tout ce que j'ai vu dans le milieu associatif, pour essayer de redonner vie à ces espaces et donc faire que mes jardiniers soient également animateurs de ces espaces. Et en employant une technique d'entretien écologique, on permet d'économiser du temps pour le jardinier, et ce temps, il va le réinvestir à faire du lien social. Donc c'est le fond du projet Pistil, et aujourd'hui, on se développe sur les copropriétés en particulier, un petit peu sur les offices HLM, et on aimerait bien développer auprès des entreprises. J'y reviendrai. La seule chose qui m'importe aussi aujourd'hui, c'est de pouvoir créer cette structure sous un format très innovant, et je fais le lien avec la table ronde d'aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, les associés qui sont en train de venir dans Pistil et qui vont créer la future société coopérative, ce sont des associations, ce sont des entreprises, des particuliers.
Et même, la porte est ouverte aux collectivités. Comment on fait ça? Avec un statut coopératif qui s'appelle la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. C'est très particulier, mais ça permet de créer une gouvernance partagée et ça permet aussi de fédérer des acteurs avec des intérêts très divergents, mais qui auront un objectif convergent. Voilà un peu le projet de Pistil dans son fond. Je pourrais aller plus loin sur comment vous êtes juste comment on s'y là en prend. ce moment, vous recrutez alors des jardiniers, comment ça Ouais, ça se passe? on a déjà un petit listing de jardiniers qui va rentrer petit à petit dans notre projet, parce qu'il y a beaucoup de personnes en reconversion professionnelle qui aimeraient bien remettre les mains dans la terre et qui ont un charisme qui va nous intéresser pour la partie animation. Et donc la formation de jardinier se fera chemin faisant avec les jardiniers qu'on aura en interne. Et puis, c'est presque une démarche tutorée, là. C'est une démarche complètement tutorée, l'objectif étant que les jardiniers soient en autonomie au bout d'un mois et demi sur leur site, sachant qu'en plus on a une logique où on ne se développe pas sur l'agglomération en entier, on va se développer d'abord par quartier. Parce que l'idée c'est que le jardinier ce soit comme le boulanger du coin, tout le monde le connaisse et qu'il fasse le lien aussi entre les immeubles, pas que dans la copro, mais au-delà. Et pour donner un tout petit exemple de la conclusion, je termine avec ça, c'est qu'on a démarré sur des copros, 2 tours par exemple, un jardin au milieu, c'était la même copropriété, les 2 tours c'était le combat permanent, on a réussi à leur faire tirer des gazons et à planter ensemble pendant 2 jours sur l'espace d'un vendredi-samedi. Donc c'est un exemple parmi d'autres de comment on recrée du lien social. Merci. Donc, quand est-ce que vous venez faire le jardin chez moi, Thomas? Quand vous voulez. Quand vous voulez. Et juste un tout petit élément, je suis en recherche d'entreprises qui voudraient expérimenter notre méthode parce que le public entreprise est évidemment totalement différent du public. Je crois que l'appel est lancé voilà. Et je vous invite à justement aller un peu plus loin. Merci, merci Thomas. C'est une belle initiative. Alors, je crois, Thomas, que vous vous connaissez avec Thierry Roche. Je ne sais pas si vous cultivez vos jardins ensemble, hein, ou certains projets. Thierry Roche, alors vous êtes un architecte urbaniste atypique. Hein. Vous êtes gérant de l'atelier Thierry Roche et Associés, un cabinet avec une forme de gouvernance assez particulière, Thierry. Une des choses, moi, qui m'a interpellée quand on a pu échanger ensemble, les rencontres sont fondamentales pour vous. Elles le sont pour moi, d'ailleurs, aussi. Vous m'avez dit être adepte de la sérendipité. Vous pouvez m'expliquer un petit peu, Thierry? Parce que je trouve que ça colore bien la manière dont vous accompagnez derrière les projets. Oui, alors, la sérendipité, en fait, c'est l'exploitation créative de l'inattendu. En fait, c'est tout ce qui fait que vous ouvrez vos oreilles et autour de vous, il se passe plein de choses. Et tout d'un coup, vous partez sur des aventures que vous n'aviez pas prévues, mais qui deviennent assez extraordinaires. En fait, c'est vraiment la capacité de s'ouvrir aux autres et de s'ouvrir à ce qui se passe autour de soi. Alors, on ne le chope pas comme ça d'un coup. Hein. Je dirais que c'est aussi une aventure. On apprend. Alors, ça a donné lieu. Moi, je sais qu'au début, il s'est trouvé qu'au début de ma carrière, j'ai fait un burn-out génial qui a fait que je suis tombé très bas et que quand on est dans le trou, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je contribue au problème ou est-ce que je participe à la solution? Et de se dire qu'il y a un moment, il faut peut-être se poser la question du pourquoi, mais avant tout de se poser la question du le sens de ce qu'on fait et le sens de son métier. Donc je suis architecte urbaniste dans une période en fait où on a un enjeu complètement dingue qui est face à une crise du logement qui est très très dure. Je pense que la révolution sociale viendra très très rapidement et par le problème du logement. Donc il faut construire très rapidement avec peu de moyens, en étant très performant, dans la performance environnementale, avec beaucoup de monde autour de nous, mais avec finalement peu de moyens. Donc comment on arrive à faire cet exploit, sachant qu'on est sur des principes de création de la ville et de la commande qui est très linéaire. C'est-à-dire qu'un promoteur commande un architecte qui dessine, qui donne ça à ses ingénieurs en disant débrouillez-vous, puis il faut que ça tienne. Et voilà. En fait, il s'est trouvé que, donc vous voyez bien que cette linéarité ne marche plus, parce que dans les enjeux environnementaux, il faut qu'on s'entoure de gens extrêmement performants dans tous les domaines. La santé, l'éco-rénovation, l'énergie avec au moins 4-5 bureaux d'études différents. Enfin, voilà, il y a un nombre d'enjeux énormes. Donc on va s'entourer de plein de gens, donc avec des hyper spécialistes qui sont en général des hyper égaux. Sinon, il se trouve que c'est souvent comme ça. Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens complètement extraordinaires avec qui en fait on s'est rencontrés, mais on s'est rencontrés aussi intellectuellement. C'est-à-dire que la question n'était plus tellement de savoir du comment,
mais on se proposait la question du pourquoi. En fait, pourquoi on faisait la ça. finalité. Et finalement, c'est la finalité. La finalité, c'est quelque chose qu'on n'atteint jamais, mais qui va vous permettre de donner en fait la ligne de conduite, et toutes les décisions se prennent en fonction de cette finalité. Et on peut mettre des buts et des objectifs, mais la finalité, c'est ce qui nous tend tous. Et donc, on a pu comme ça, ensemble, à plusieurs. Donc, il y avait, pour ceux qui connaissent, Olivier Sidler, hein, qui a fondé Negawatt, Tribu, enfin, des gens qui sont très connus dans le monde du bâtiment, mais se poser la question, et finalement, est-ce qu'on ne se donnerait pas d'abord sur les projets une finalité, et ensemble, on enlève nos manteaux de sachant, et on est finalement tous tirés vers la finalité. Et du coup, ça nous permet de prendre des décisions extrêmement vite par rapport en fait, aux objets sur lesquels on doit créer. Et c'est comme ça que finalement, on s'est aperçu que ce qui est très intéressant, c'est de se regrouper. On a créé la Cité de l'environnement. C'est une démarche de co-conception hein, que vous présentez aussi dans la manière de travailler vos projets. Hein. Voilà, donc en fait, c'est une manière de se mettre autour de la table, de se poser les mêmes questions, mais surtout d'avoir une méthode qui nous permet aussi de communiquer d'une manière beaucoup plus libre. Alors on est à la Cité de l'environnement, qui est la Cité de l'environnement, c'est un. On peut en parler, oui, voilà. Qui est un des justement, qui illustre bien la manière justement dont vous gouvernez vos projets. Hein. On en parlera tout à l'heure. Voilà. En fait, là aussi, c'est né d'une idée qui était complètement dingue autour d'un verre, en disant, mais on était plusieurs autour de la table, en disant, mais pourquoi on ne créerait pas un lieu qui serait un démonstrateur dans lequel, effectivement, on pourrait faire de la co-création ensemble, hein, même si chacun avait son entreprise, de la formation, et puis un lieu un peu atypique. Donc, on a créé un bâtiment, c'est 5000 m², il y a 28 entreprises, des grosses, des petites, toutes dirigées vers l'environnement, mais avec une forte valeur aussi ajoutée sur la gouvernance. Donc on a la chance d'avoir le Centre national de la sociocratie et puis la communication non violente. Donc la sociocratie, c'est le pouvoir du groupe. Hein. Donc en fait, c'est une méthode qui nous permet en fait, de travailler sur de la prise de décision à zéro objection, où on passe d'une phase à l'autre une fois que en fait, on a trouvé le consentement et non pas le consensus. Ça marche bien en France, ça ? C'est très inspiré du Canada, mais très inspiré effectivement du Canada. Aujourd'hui, nous, en France, on commence à le pratiquer. Il y a d'autres groupes qui le pratiquent, et même d'autres entreprises. L'intérêt, c'est que, par contre, on le réinculte sur notre manière française de la pratiquer, donc c'est un peu plus souple. L'intérêt, c'est que ça permet d'avoir vraiment des projets qui aboutissent à cette performance. On vient de livrer, là, on a travaillé sur cette même méthodologie pour livrer l'école des ponts et chaussées à Paris, qui est un des bâtiments les plus performants d'Europe. Et on a réussi à le faire dans le coût, les objectifs, la durée, parce qu'on avait cette méthode-là de prise de décision. Mais là aussi, attention, c'est qu'on n'est pas que dans le comment. Le problème aujourd'hui, c'est plus de savoir faire des bâtiments performants, c'est de savoir finalement, et d'ailleurs, on s'est retourné sur les projets qu'on faisait, et le problème, c'est de savoir comment on y vit. Hein. Le bâtiment résout 70% des consommations, enfin 30% des consommations, 70% c'est l'usager. Oui, parce que juste Thierry, vous disiez que la Cité de d'abord, ça se trouve où la Cité de l'environnement pour ceux qui se poseraient la question? C'est à Saint-Priest. Voilà, Saint-Priest. Et donc, c'est un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il en consomme. D'ailleurs, c'est devenu une vitrine. Hein, vous avez pas mal de visites, une vitrine aujourd'hui au niveau de l'Europe. Juste, ce que je trouve intéressant par rapport à cette bâtisse et cet univers, c'est que vous êtes arrivé à repenser finalement les conditions de travail et le bien-être des salariés à travers un environnement qui est très participatif, hein, où les gens se rencontrent, partagent. C'est intéressant, vous pouvez peut-être nous expliquer un peu. Oui, alors c'est vrai que ça regroupe 28 entreprises. Alors, il y a des gens qui sont là comme Aldès, comme Saint-Gobain, donc il n'y a pas que des petits. Et puis après, il y a tout un... Voilà, il y a aussi le monde, notamment des clusters. Donc on a le cluster éco-énergie, Rhône-Alpes. Et puis on a beaucoup d'associations avec d'entreprises. Et donc ce qui permet en fait d'avoir un lieu, alors qu'on a conçu comme un lieu apaisé. Enfin, il y a plein de... Là, je ne vais pas revenir sur tous les détails, mais je vous invite à le voir parce que c'est assez... On l'a conçu aussi, co-conçu avec des ingénieurs, mais aussi avec des médecins, sur la qualité en fait, du lieu et la qualité d'approche. Et puis il y a aussi le management qui permet aussi de travailler. Alors, par exemple, moi, les salariés à l'agence ont tous été formés à la communication non violente, qui nous permet profondément d'avoir une autre approche à la fois sur le travail inter-entreprise, mais aussi les liens avec les autres. Donc la finalité, en fait, on est partenaire des villes en mouvement, c'est-à-dire qu'on accompagne, mais on n'impose rien.
Et du coup, l'objectif, c'est de trouver aujourd'hui des moyens qui vont faire que nos opérations ne soient pas des opérations de construction, mais en fait des histoires qu'on va proposer et qui soient aussi intégrées par ceux qui vont vivre dedans, que ce soit les industriels, les entreprises, quand on fait des sièges d'entreprise. Hein. L'idée, c'est de réinterroger les chefs d'entreprise sur quelle est leur finalité, pour qu'on leur fasse un manteau qui leur ressemble, et que ce soit la forme, hein, c'est le fond qui remonte à la surface, donc que ça soit vraiment quelque chose qui leur ressemble et qui soit une aide au management. Juste regardez, vous avez reçu le label en 2012, on en parlait tout à l'heure, de Lyon Ville équitable et durable. Ça signifie quoi pour vous, pour le cabinet aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente dans le cadre de tous ces projets, tous ces ouvrages? Alors la labellisation de Lyon Ville équitable et durable, pour nous on en est très contents parce que c'est une reconnaissance un peu de... mais au-delà de ça, je veux dire que le problème, il n'est pas tellement sur la reconnaissance, mais c'est vraiment un label qui a une grande ambition, qui est mené d'ailleurs par la ville de Lyon, hein, mais dont l'objectif est qu'il devienne un peu plus que ville de Lyon. Hein, on est à l'ère de métropole. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une pluridisciplinarité sur des entreprises qui s'engagent, mais au-delà de s'engager, enfin, on reste dans une économie, donc dans l'échange, avec une réalité économique, avec des enjeux sociaux, mais aussi avec un rayonnement par rapport en fait, à la métropole en France et à l'étranger. Merci Thierry. On voit bien que, effectivement, à travers vos projets, vous travaillez vraiment sur cette qualité des relations, des interrelations. Alors en dedans, des entreprises, mais aussi en dehors. Alors en dehors, il y a la ville. Antoine Payon, vous êtes notre autre témoin. Vous êtes le fondateur de Dessine-moi une ville. Alors c'est Dessine-moi une ville. Qu'est-ce que c'est? C'est un concept, c'est une entreprise. Et en quoi surtout Dessine-moi une ville participe de cette coopération innovante? Alors, c'est une entreprise, Dessine-moi une ville, c'est une entreprise que l'on vient de créer, qui est en fait un incubateur d'idées qui a pour vocation de co-imaginer, co-créer et co-construire la ville de demain. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'habitants qui ont envie de participer à la vie de leur commune, mais pas simplement de la leur. Et à travers un réseau social que l'on commence à créer, on va permettre aux habitants un petit peu partout en France et même dans le monde de partager des idées, de partager des innovations, mais aussi de demander aux autres membres de ce réseau social quelles innovations ils pourraient mettre dans leur ville. Ils ont une idée, comment faire pour la mettre en pratique. Et ensuite, notre métier, ça va être d'aller rencontrer à la fois les entreprises, le monde de l'enseignement, mais bien sûr surtout les collectivités, pour leur proposer des prestations de conseil, mais pas simplement, parce que quand on a créé l'innovation, quand on l'a mise en œuvre, il faut la montrer. Donc à partir de ce moment-là, on va aussi organiser des événements qui vont permettre aux citoyens, aux habitants de mieux appréhender les innovations. Et puis ensuite, on va aussi former les citoyens à ces innovations. Donc par exemple, dans la ville, on va mettre, comme c'est le cas à Lyon il y a un an, des parcs-mètres innovants qui permettent par exemple comme à Lyon, de payer avec sa carte de crédit, mais un grand nombre de personnes ne savent pas comment on l'utilise. Alors pour créer du lien, puisqu'on parlait tout à l'heure de lien social, on peut imaginer des formations impliquant des étudiants ou surtout des personnes en insertion qui vont aller sur le terrain pendant peut-être 15 jours, 3 semaines et permettre aux citoyens, aux habitants, aux utilisateurs de mieux comprendre les innovations dans la ville. Vous avez commencé à travailler sur un projet en particulier avec une ville ? Non, alors pour ma part, j'ai un certain nombre d'années d'expérience dans le conseil et aussi dans une collectivité. Et on démarre juste, donc on a surtout travaillé à mettre en œuvre le concept. Et aujourd'hui, on est dans une phase active de prospection. Ouais, on est ravis de vous entendre et on espère effectivement revenir vers vous dans cette deuxième partie. Merci. Alors dans cette logique, merci Antoine, dans cette logique de coopération innovante ou d'intercoopération, il y a Kevin Guillermin. Kevin, qui attendait sagement son tour. Alors, vous êtes cofondateur du GRAP, c'est un groupement régional alimentaire de proximité. Donc, il rassemble aujourd'hui un certain nombre de boutiques, de boulangeries, d'épiceries, de restaurants, de producteurs. C'est une quarantaine de personnes, vous me disiez. Quel est l'intérêt, à la différence justement des schémas ou des systèmes un peu plus traditionnels de franchise, quel est l'intérêt ou les avantages de ces activités de rejoindre la coopérative aujourd'hui ? Alors bonjour à toutes et à tous, donc moi je m'appelle Kevin Guillermin, je travaille pour une coopérative qui s'appelle GRAP, donc je suis aussi co-gérant. Donc GRAP c'est un groupement coopératif d'entrepreneurs dans l'alimentaire, bio, local, circuit court en Rhône-Alpes, donc qui représente aujourd'hui effectivement 13 activités économiques et une quarantaine de personnes pour un chiffre d'affaires d'environ 3 millions d'euros en 2014.
L'intérêt que les activités trouvent à nous rejoindre, c'est d'abord du service. On commence par du service technique, donc de la gestion comptable et administrative, de l'informatique, de l'expertise aussi, donc c'est de l'expertise individuelle sur du conseil, de l'accompagnement, de la formation, mais l'idée c'est que cette expertise elle devienne de plus en plus collective et qu'elle permette aux gens d'évoluer dans leur carrière, dans leur parcours professionnel. Des achats groupés aussi, donc on se groupe pour négocier des remises avec des fournisseurs, que ce soit des fournisseurs de produits bio ou des fournisseurs de services, comme La Poste par exemple, sur les commissions carte bleue. Au-delà de ça, au-delà de cet aspect service, il y a aussi une chose qui n'a pas de prix, au sens où on ne peut pas la tarifer, mais où en même temps elle a une grande valeur, c'est le côté entraide, retour d'expérience, échange de pratiques entre entrepreneurs qui font le même métier, et aussi le fait de participer à une aventure collective. Donc ce qu'on apporte aussi, c'est d'essayer de rompre l'isolement de l'entrepreneur qui se retrouve, ce jeune créateur, souvent seul dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat. Donc voilà, ce qu'on essaie d'apporter, nous, c'est un cadre coopératif pour entreprendre dans, si possible, la plus grande sérénité possible et un cadre le plus sécurisant possible pour les personnes. Alors, des cadres pour entreprendre, il en existe déjà, hein, c'est les sociétés de portage, les coopératives d'activité, etc. Nous, l'innovation qu'on apporte, c'est qu'on offre un cadre pour les gens qui entreprennent en collectif, dans l'alimentaire, que ce soit des boulangeries, des épiceries, des restaurants, c'est des activités qui ne sont pas individuelles, que ce soit des activités de panier ou des magasins de producteurs, c'est des activités collectives. Et les cadres qui existent aujourd'hui pour entreprendre sont souvent des cadres qui s'adressent aux entrepreneurs individuels. Et nous, donc, on s'adresse aux entrepreneurs qui entreprennent en collectif. Et ce qu'on s'efforce d'apporter aussi comme innovation, c'est de ne pas être uniquement un prestataire de services mutualisé, mais d'avoir aussi une stratégie commune de développement, donc de penser ensemble notre développement pour aller ensemble dans la même direction. Voilà, merci. Merci Kevin. Là, on voit bien la valeur ajoutée, là, Pierre Pelouzet. Je vais me rapprocher de vous pour voir un petit peu dans les yeux, parce que c'est difficile. Venez. Je me rapproche, pas trop non plus, mais bon. Alors, non, aucun problème. Cette nécessité de créer des réseaux, des pôles d'entreprise pour gérer justement et se défendre d'un certain nombre de relations, je dirais presque parfois abusives ou scandaleuses. Absolument. Je crois que, en effet, ces dernières années, on voit quand même qu'il y a une compression au niveau des prix, des conditions de vente qui ne sont pas toujours adapté aux PME et qu'il y a quand même une relation difficile entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants pour des PME qui, incontestablement, sont quand même la richesse de notre pays en termes de compétitivité, de savoir-faire et d'emploi. Pierre Pelouzet, donc vous vous êtes nommé depuis 2012 médiateur national des relations entreprises. Je ne refais pas votre CV parce que je vais prendre le vertige. C'est gentil. Dans le cadre de votre mission, alors du coup, comment veiller à un peu plus d'éthique, j'ai envie de dire, et de respect, ou dit autrement, un écosystème plus solidaire et coopératif? C'est un véritable enjeu, Virginie. C'est un véritable enjeu parce qu'aujourd'hui, notre système économique manque d'une donnée cruciale qui est la confiance. La confiance entre les entreprises est à un niveau extrêmement bas. Alors pourquoi? Vous le vivez, vous entrepreneurs, tous les jours. Hein, les retards de paiement sont un fléau dramatique aujourd'hui, les ruptures brutales de contrats, les renégociations en cours d'année sur des prétextes divers et variés. Nous, on a travaillé notamment l'année dernière sur ce que j'avais appelé le racket au CICE. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette chose extraordinaire. Hein, c'est effectivement le crédit impôt compétitivité emploi. Des grandes entreprises qui écrivaient à leurs fournisseurs: j'ai deux nouvelles pour vous. La bonne nouvelle, vous allez pouvoir toucher le CICE. La mauvaise, vous allez me faire 4% de remise tout de suite sur les prix. Donc vous voyez, ce genre de choses, ça a des impacts économiques directs terribles, ne serait-ce que les retards de paiement aujourd'hui. Si je vous donne 2-3 chiffres, mais j'en donnerai pas plus, c'est 15 milliards d'euros qui manquent dans les caisses des PME aujourd'hui à cause de ces retards de paiement, et c'est 25% des faillites d'entreprises. Donc des impacts terribles au quotidien pour toutes les entreprises. Et puis c'est un impact sur la confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je passe mon temps en région à rencontrer des patrons de TPE, PME, ETI. Oui, c'est-à-dire juste, c'est pas parce qu'on a aujourd'hui un carnet de commandes finalement bien nourri qu'on enlève cette logique de... Au contraire, on a des commandes, mais on n'y croit plus. Si vous avez une commande et vous dites « je ne vais pas être payé », est-ce que vous allez embaucher? Est-ce que vous allez investir? Non, vous allez attendre.
Et toutes ces myriades de commandes sur lesquelles les gens attendent, c'est un frein considérable à la reprise économique. Et c'est là-dessus qu'on travaille, nous, en médiation, à recréer ce lien, à recréer cette confiance. Vous êtes combien de médiateurs aujourd'hui? Qu'on comprenne un petit peu on a aujourd'hui, effectivement. effectivement. Alors, comment ça marche? La médiation, c'est un réseau. Vous avez des médiateurs sur l'ensemble du territoire qui travaillent tous selon les mêmes méthodes. Ils sont tous formés à la médiation. Il y en a 4, je crois, ici en région Rhône-Alpes. Donc, ils sont à votre disposition. Vous êtes une entreprise, vous avez un des cas que je viens de citer, ou tout un tas d'autres cas d'ailleurs. On a recensé une quarantaine de pratiques sur lesquelles on peut agir. Vous allez sur le site médiation-entreprise.fr, vous saisissez en quelques mots votre problématique, vous êtes rappelé dans les 2-3 jours qui suivent par un des médiateurs régionaux qui va comprendre votre problématique, qui va vous faire rentrer dans une bulle de confidentialité. Et puis une fois que vous êtes prêt, on va appeler l'autre partie, on va lui dire on a une médiation pour vous, est-ce que vous voulez venir? Et puis une fois que l'autre partie a dit oui, on lui fait signer le même accord de confidentialité et puis on réunit les parties et ça marche. Dans 80% des cas, on trouve une solution signée par les 2 parties. Donc vous voyez, c'est confidentiel, c'est gratuit, parce que j'ai la chance d'être attaché à l'État, moi qui ai vécu toute ma vie en entreprise, c'est un changement récent pour moi, mais ça fait du bien aussi par ce côté-là, apporter un service gratuit aux entreprises, et c'est rapide, parce qu'on ne fait pas de juridique, on fait du bon sens. On met les gens autour de la table, on dit on a un problème, il faut qu'on le résolve, comment on fait? Et on trouve des solutions. Alors, ok, vous parlez de confidentialité, mais le dirigeant risque pas de se priver d'un marché potentiel, justement, en mettant sur la table un dossier un peu compliqué? Absolument pas. Absolument pas. Et si vous avez cette crainte-là, enlevez-vous cette crainte. D'abord parce que ce serait extrêmement dommage de ne pas bénéficier de la médiation si vous en avez besoin. Et 2, parce que non seulement dans 80% des cas, ça réussit, mais dans 70% des cas, il y a plus de business après qu'avant. Alors comment ça marche? C'est pas juste magique, c'est lié au fait qu'il y a une absence de dialogue considérable. On voit des gens qui arrivent extrêmement fâchés, mais qui ne se connaissent pas. Alors, vous allez me dire comment on fait pour être fâché sans se connaître. C'est très simple, il y a tout un arsenal, d'ailleurs ils viennent avec un parapheur comme ça en général, vous avez tout, hein. Le mail d'insulte, la lettre recommandée, le courrier d'avocat, enfin, il y a une panoplie extraordinaire de choses qu'on peut inventer pour être fâché sans se parler. Nous, on restaure du dialogue. Et on va restaurer du dialogue au bon niveau, parce qu'on a la chance de pouvoir accéder dans l'entreprise, en général cliente, qui est plus grosse que l'entreprise fournisseur, au bon niveau d'interlocuteur et le faire venir autour de la table. Et encore une fois, ça marche dans 8 cas sur 10. Les 2 cas sur 10 où ça ne marche pas, c'est souvent que les gens sont venus beaucoup trop tard et que les choses sont allées tellement loin que même le meilleur des médiateurs n'arrive plus à rabibocher, comme on dit, les 2 parties. Il y a juste quelques chiffres. C'est combien de médiations donc, depuis 2012 ou par an et les résultats surtout? Alors aujourd'hui, cette année, on va faire probablement 1 millier de médiations qui peuvent concerner soit 2 entreprises, soit 20, 50, 100, puisqu'on a des médiations collectives aussi. On a de plus en plus des associations, les fédérations, les syndicats professionnels qui nous amènent une collectivité d'entreprises qui ont le même problème et qu'on peut traiter collectivement. Donc voilà, près d'1 millier d'entreprises, 80% de réussite. Encore une fois, il faut faire connaître la médiation parce que si vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas en profiter. Et surtout, osez venir nous voir, osez nous appeler. Sachez que de toute façon, rien ne sera entrepris sans votre accord et que chaque étape est construite avec vous. Ce qui explique aussi vos déplacements en région, justement, pour en faire la promotion, Pierre. Absolument. Juste, votre mission a été élargie depuis mars 2014 au domaine de l'innovation, oui. Donc donnant lieu à un certain nombre de chartes de PME. Alors, c'est quoi? C'est affiché sur les murs. Enfin, concrètement, entre les bonnes intentions et encore les mauvaises habitudes, où en sommes-nous? Alors, plusieurs choses par rapport à ça. Effectivement, on n'est pas juste dans le curatif, on ne vient pas juste réparer. Dans cette charte? On essaye d'anticiper, de faire changer les comportements. Mon rôle de colibri idéaliste, c'est ça que j'ai appris que j'étais ce matin, un truc comme ça, c'est d'essayer de faire changer les comportements. Et donc, on a créé une charte il y a 4 ans, charte en faveur de relations fournisseurs responsables. À l'époque, on avait fait signer par une 20aine d'entreprises. Et là, on va signer dans quelques jours la 500e. Donc, vous voyez que vous avez énormément de vos clients ou de vos fournisseurs qui sont déjà signataires de cette charte. C'est des grosses entreprises, C'est d'abord des grosses. On a quasiment tout le CAC 40, SBF 120, etc. Mais de plus en plus, des PME, des ETI, même des TPE qui veulent rejoindre ce mouvement et qui se reconnaissent dans les valeurs portées par cette charte. Payer en temps et en heure, s'inscrire dans un territoire, travailler, utiliser la médiation. Voilà, tout ça, ça fait partie des valeurs qui sont dans cette charte et sur lesquelles de plus en plus d'entreprises, encore une fois, se reconnaissent. On est même allé un petit peu plus loin, on a créé un label
Alors là, pour le coup, pour être labellisé, il faut accepter d'être audité. Et donc, les entreprises signataires de la charte qui veulent être labellisées, et il y en a 23 aujourd'hui qui l'ont été, acceptent d'être auditées et qu'on vienne voir concrètement comment elles mettent en œuvre toutes ces bonnes pratiques. Quelques mots sur l'innovation, puisque vous m'avez interpellé là-dessus. Donc effectivement, notre champ d'action s'élargit à l'innovation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà des relations interentreprises, on peut agir sur tout ce qui freine l'innovation. Vous savez, tout ce qui fait que, je ne sais pas qui disait tout à l'heure, que les PME ont l'impression d'être en contact avec des gens qui vivent dans des mondes différents, qui parlent une langue différente et qui vont à un rythme différent. Voilà, c'est avec tous ces gens-là qu'on fait de la médiation, que ce soit des investisseurs, que ce soit l'administration. Si vous avez un problème de crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, on est à votre écoute pour vous aider là-dessus. Que ce soit avec les grands laboratoires publics et privés, parce qu'il y a aussi beaucoup de frottements entre petites structures et laboratoires, que ce soit entre grandes et petites entreprises. Sur tout ça aussi, on fait de la médiation et on essaie aussi d'avoir des outils d'anticipation. Bon, merci Pierre. Alors justement, revenons sur et finissons avec Éric Voël, puisque c'est notre dernier intervenant. J'avais envie de finir avec vous, Éric. Vous voyez, il a la banane, il a un grand sourire. Moi, ça me contamine. Justement, cette logique de bonheur et de gouvernance profondément humaniste que vous animez au sein de votre entreprise. C'est une entreprise centenaire que vous avez repris en 1997. Les tissages de Charlieu, donc les tissus jacquard réunis, et un chiffre d'affaires qui évolue encore, puisque je crois que vous dépassez les 9 millions d'euros à cette fin d'année, une belle progression. Vous êtes aussi juste président, on le rappellera tout à l'heure, on expliquera, du réseau Altertext, qui est en fait un réseau qui rassemble des entreprises du textile éco-responsables. Et vous faites un peu figure d'exception, Éric, dans cet univers du textile. Pouvez-vous pour comprendre un petit peu quelle est la manière dont vous animez et vous gouvernez cette structure, pouvez-vous justement partager ces facteurs clés de succès de votre entreprise aujourd'hui à travers un exemple que je trouve assez illustrateur, qui est la création d'une marque en propre qui s'appelle l'Étole, que vous avez lancée en 2011. Oui, bonjour à tous. Peut-être avant de parler de l'Étole, ce que j'ai entendu notamment de la part de l'ENA, c'est cette idée qu'il y avait une frontière entre les différents types d'entreprises solidaires, les entreprises dites traditionnelles, etc. Et je voulais juste faire un focus sur la manière dont on l'a compris dans notre petite PME du textile, donc, qui est sur un secteur traditionnel, ouvert à la mondialisation, à des prix et à des pratiques extrêmement brutales. Et nous sommes toujours là, et je voulais partager avec vous comment on a intégré ça dans notre entreprise et comment ça fonctionne. Une définition que j'avais lue du capitalisme par Milton Friedman, donc prix Nobel de l'économie, était la suivante. Le capitalisme est basé sur l'entreprise, et l'entreprise, son métier, c'est de faire du profit avec comme contrainte de respecter la loi. Point. Donc l'homme, là-dedans, est totalement oublié. Et le développement durable, je trouve, enfin c'est comme ça qu'on l'a compris dans notre entreprise, remet l'homme au centre du système et au centre de l'économie. Donc j'imagine que vous connaissez tous ce schéma avec ces trois bulles qui s'interpénètrent, donc l'économie, le social et l'environnement. Quand on nous a parlé de ce schéma-là, donc le développement durable est à l'intersection des trois, on est tisseur. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais le coton, c'est 2,5% des surfaces cultivées de la planète et 25% des pesticides et herbicides déversés sur la planète. C'est une bombe écologique. Donc, si on achète du coton bio, on fait notre boulot de chef d'entreprise citoyen et on se dit qu'on a fait notre boulot. Mais si le coton il est ramassé dans les champs par des enfants de 12 ans, c'est certes écologiquement responsable, mais socialement, ça ne l'est pas. Donc on se dit, bon, ok, on va acheter du bio et on va s'assurer que tout le monde peut vivre dignement de son travail. Si on fait ça, on se dit, bah, c'est bon, on a fait notre boulot de chef d'entreprise citoyen, mais si le produit qu'on fait vaut 3 fois le prix que le marché est prêt à accepter, on n'en vendra pas. Donc c'est socialement responsable, c'est écologiquement responsable, mais ce n'est pas du développement durable, parce qu'on a oublié l'économie. Donc pour revenir et faire le parallèle avec la définition de Milton Friedman, notre perception du développement durable, que je suis convaincu tout le monde partage, est la suivante. Produire un bien ou un service qui correspond aux besoins de notre client, parce que si on est là, on est au service, notre justification économique, évidemment, c'est le service du client, avec une marge suffisante
pour permettre la pérennité de notre entreprise. Donc finalement, on remet le profit à sa bonne place, c'est-à-dire comme un outil et non pas un but, un outil de pérennisation de notre modèle, et en respectant le plus possible l'être humain et l'environnement. Donc respecter l'être humain, et donc on vient après à l'étole, etc. Comment est-ce qu'une entreprise peut être performante et bien servir son client si les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise ne sont pas heureux, ne s'épanouissent pas, ne sont pas bien dans leur pompe? C'est 50% du potentiel de l'être humain. Il passe par son épanouissement. On peut pas en faire l'économie. 100%, je veux dire. On peut pas en faire l'économie. En tout cas, ça coûte cher. C'est un moteur absolument phénoménal. Et notre objectif, c'est évidemment d'avoir un bon service de notre client, mais aussi que notre entreprise soit un endroit où les gens se sentent bien et puissent avancer. Donc, ce modèle du développement durable, nous, on l'a vécu comme ça dans notre petite PME du textile. C'est une révolution. C'est-à-dire que c'est le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Alors, évidemment, on n'est pas parfait. On a plein d'imperfections et un chemin infini pour atteindre la perfection, bien sûr. Mais en tout cas, on sait que c'est le sens. Monsieur parlait tout à l'heure du sens. Le sens, il est clair, il est là. On a créé cette association qui s'appelle Altertex, dont le but est de stimuler le développement durable justement dans le textile. Juste l'exemple sur l'étole, qu'on comprenne cette Donc, logique d'entrepreneuriat aussi, hein, oui, que vous animez au cœur de l'entreprise, on y reviendra sur. C'est un exemple de cette association Altertex qui a pour but de stimuler le développement durable. Donc cette étole que je porte, elle est en coton biologique. Elle est, à part le coton qui ne pousse pas en France, bien sûr, tout le reste est français, et non pas, même pas français, tout est fait dans un rayon de 20 km. À Charlieu, chez nous, et autour de chez nous. 98% de la valeur ajoutée est locale. On est en circuit court. Alors, non pas qu'on vend que dans la région, on vend dans le monde entier maintenant, mais avec un circuit direct de l'entreprise jusqu'aux boutiques, qu'elles soient au Japon, aux États-Unis ou en France, alors qu'on est dans un secteur d'activité où il y a beaucoup d'intermédiaires, donc on est en circuit court. Et en termes humains, c'est une magnifique expérience parce que c'est une styliste de chez nous dont le métier, c'est de faire des dessins sur du tissu pour vendre à nos clients, et qui a eu cette idée de créer cette marque qui a fait de l'intrapreneuriat et qui mène sa barque à l'intérieur de l'entreprise, qui a embauché 4 personnes et qui, l'année dernière, a multiplié son chiffre d'affaires par 3. On est absolument sidéré de ça. Et c'est l'expression de ce que je vous disais il y a 5 minutes. Si on donne les moyens dans notre entreprise aux hommes et aux femmes de se réaliser, mais on est assis sur des bombes humaines, littéralement, qui vont développer pour notre entreprise et faire que notre modèle économique soit périn. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que vous aviez dit au début, Léna, etc., il me semble qu'il ne faut pas qu'on ait... Évidemment, le fait qu'il y ait une frontière entre l'économie solidaire, entre l'économie dite traditionnelle, je dirais, souvent c'est l'économie à but lucratif, donc c'est sale, c'est pas bien. C'est l'économie avec le développement durable, c'est propre. On fait du profit pour que nos entreprises elles soient pérennes, pour qu'on puisse continuer à donner du travail à des gens qui ont des savoir-faire exceptionnels. On est dans une économie, dans notre entreprise, on a 12% de travailleurs handicapés. On participe évidemment à l'œuvre sociale de la nation. Et je crois qu'effectivement, c'est très important d'arriver à organiser cette porosité, c'est le mot que vous avez utilisé, entre les différents secteurs d'activité. Donc l'étole, c'est un exemple de ça. Et donc Altertex, l'idée d'Altertex... Un réseau d'entreprises spécialisées dans le textile. Hein. Voilà. Je crois que c'est combien d'entreprises aujourd'hui ? On est 40 entreprises. C'est un réseau national C'est un réseau national. Tout à fait. Et le textile, j'en profite puisque j'ai le micro, pour faire la pub de notre secteur d'activité. Quand je dis à quelqu'un que je rencontre et qui ne me connaît pas que je travaille dans le textile, oh mon pauvre. Donc tout le monde est persuadé qu'il n'y a plus de textile en France, que c'est un secteur qui est mort.
Vous êtes le fervent défenseur du Made in France, ou la fabrication française. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas tout seul. On est 60 000 emplois dans le textile. L'industrie du luxe, dont tout le monde parle, c'est 35 000 emplois. La distribution du luxe, c'est beaucoup plus. Mais c'est bien de revenir sur quelques chiffres. C'est 35 000. Donc l'industrie textile, et la région Rhône-Alpes est la première région textile de France, on a un dynamisme, y compris dans le secteur traditionnel, qui est extraordinaire. Puisqu'on est à Lyon, pour la création d'étoffes, il y a 2 centres mondiaux de création textile, c'est Côme en Italie et Lyon. Et Lyon, c'est le bassin quand même historique. Les 2 leaders mondiaux de la création textile. Bref. Juste par rapport au réseau Altertexte, oui. Eric, vous m'avez parlé d'un concept, alors j'ai trouvé ça assez innovant pour le coup. Alors je vais essayer de bien le dire, c'est le surcroît durable. Non, surcoût durable non margé. Du soir, voilà, bon margé, pardon. Non margé. Alors expliquez-nous un petit peu cette logique de processus. Donc, oui, Altertexte offre un certain nombre d'outils aux entreprises, dont le surcoût durable non margé, dont l'affichage environnemental, puisque avec Altertexte et les 40 entreprises, plus l'ITEC, Créatech, enfin des écoles, centres de recherche, etc., nous avons participé à l'affichage, à l'expérimentation nationale sur l'affichage environnemental, qui est issu du Grenelle de l'environnement. Et on s'est aperçu à cette occasion, d'ailleurs, ce qu'on savait, c'est que nous fabriquons en France les textiles les plus propres de la planète, et personne n'est au courant. Donc c'est aussi notre devoir, Altertexte et les pouvoirs publics et tout le monde, de montrer cela. Et le surcoût durable non margé, c'est une idée toute bête. Aujourd'hui, le textile est éthique, entre guillemets, et je suis sûr que c'est le cas sur beaucoup de secteurs d'activité, est beaucoup plus cher. Soit parce qu'il est bio et que la matière première est plus chère, soit parce qu'il est fabriqué en France et que la main-d'œuvre est plus chère, donc etc. pas accessible pour tout le monde, finalement. Donc il n'est pas accessible à tous, loin de là. Le coton bio, ça coûte 30 à 40% plus cher que le coton normal. Ma chemise, qui est en coton normal, pour faire simple, elle coûte 50 €. Donc en coton bio, elle coûte 30 à 40% plus cher. Cette chemise, elle pèse 300 grammes. 1 kg de coton, ça vaut 1 €. Donc 300 grammes de coton, 1 kg de coton, pardon, ça vaut 3 €. Donc 300 grammes de coton, pour cette chemise, ça vaut donc 1 €. 30% de plus, c'est 1,30 €. Le surcoût durable de cette chemise, c'est 30 centimes d'euros, et pas 30 à 40%. De la même manière, si on arrivait à avoir un raisonnement qui permette de dire à la racine industrielle, dans le prix de revient industriel, on pourrait, avec le surcoût durable non margé, favoriser de la production française, bien sûr, ou de la production propre, environnementalement ou socialement. Donc, nous avons un représentant de l'État, plusieurs même. Donc, c'est une idée, à mon avis, qu'il faut développer. Et il y en a bien d'autres. La vision que nous avons avec beaucoup de chefs d'entreprise, et s'il y en a d'autres ici, je pense qu'ils la partageront. Notre souci, un des soucis majeurs que nous vivons en France, évidemment, c'est le chômage qui est dramatique. Ce chômage, il est dû principalement à l'érosion et à la destruction des pans entiers de nos industries depuis 20 ans, c'est clair. Cette destruction, elle est liée à quoi ? Nous avons en France des règles environnementales et sociales qui sont parmi les plus exigeantes de la planète, chacun le sait. Ces règles environnementales et sociales, elles sont évidemment coûteuses. Si vous prenez nos règles environnementales et sociales, vous les mettez dans une usine chinoise, ils seront au même prix que nous. S'ils ont la même couverture sociale que nous, ils seront au même prix que nous. Donc l'idée, évidemment, ce n'est pas de baisser nos standards environnementaux et sociaux, mais ce sont des processus vertueux. Ils ont donc une vraie valeur. Donc il faut trouver des moyens pour donner une valeur à ces processus vertueux, comme l'affichage environnemental, qui est une invention tout à fait exceptionnelle, un produit propre. Il faudrait qu'il ait la possibilité d'avoir un repérage évidemment différent pour le consommateur, mais j'espère un jour une fiscalité différente. Oui, voilà, une fiscalité un peu différente, de nouveaux processus peut-être à partager. Le sujet est passionnant. On arrive au terme de la fin de cette première partie. Donc, on va laisser la parole maintenant à notre public, peut-être pour vous interpeller, poser quelques questions avant de conclure. Donc, voilà, un monsieur déjà, une deuxième main. Qui dit mieux Voilà, merci, madame. Oui, levez-vous peut-être, monsieur, pour qu'on puisse vous voir. Si, oui, il marche. Laurent Trontin de la Cresse.
Je rebondis juste à ce que vous disiez juste à présent et sur la plénière qui était juste avant, on est dans une phase de métamorphose, de transition. Est-ce que cette transition, elle ne doit pas s'accompagner aussi de changements de vue? Est-ce que ce n'est pas aux entreprises qui n'ont pas de sens, qui développent des produits qui sont socialement ou environnementalement non responsables, est-ce que ce n'est pas à elles d'afficher effectivement ce qu'elles font de leurs produits et ce que leurs produits font sur le social et l'environnemental, plutôt qu'aux entreprises qui sont vertueuses? D'inverser le schéma, qu'on ne marque pas responsable sur un produit, mais non responsable sur les autres. Eric J'imagine pas bien une entreprise qui fait des produits pas propres tant environnementalement que socialement, l'afficher si elle n'est pas obligée de le faire. J'imagine mal. Donc là, ça ne relève pas des entreprises, mais plus des pouvoirs publics. Moi, je veux bien répondre aussi là-dessus. Donc, moi, je suis dans le secteur de l'alimentation biologique et locale, où j'ai des services de l'État, notamment de la répression des fraudes, qui passent dans nos épiceries, dans nos restaurants, et qui nous disent « Ah, bah, vous faites plus de temps de chiffre d'affaires, donc vous devez vous certifier en bio ». Et ça a un coût annuel, pas une fois par an, pas une fois pour toute la vie. Donc moi, effectivement, je milite pour que les gens qui ne font pas du bio aient l'obligation de se certifier en AP, agriculture polluante ou alimentation polluante, et que ce ne soit pas les gens qui aient les pratiques vertueuses qui aient l'obligation de supporter le coût d'une certification en bio. Voilà. Merci Kevin. Effectivement, on peut l'applaudir. Il y avait un monsieur à votre gauche là, qui levait la main tout à l'heure. On peut lui approcher le micro. Oui, monsieur. Vous êtes repéré. Oui. Bonjour, je suis Yogan Anten, je suis gérant d'une société coopérative dédiée à la transition écologique. Une question pour M. Boel. Vous nous avez montré les 3 cercles qui s'entrecroisent. Je milite contre ce schéma parce que ce schéma laisse supposer que le social et l'économique puissent être indépendants de l'environnement, puisqu'il y a 3 cercles qui sont indépendants. En réalité, un schéma qui serait plus adapté, à mon avis, c'est un cercle extérieur qui symbolise l'environnement, et à l'intérieur, un autre cercle qui symbolise le social, et à l'intérieur du social, un cercle qui symbolise l'économique, et à l'intérieur de l'économique, un autre qui doit symboliser les financiers. Or, nous avons un problème, c'est que les financiers a fait exploser les 3 autres. Une première remarque et ça n'arrive jamais, ça. Une question, la question plus spécifique à votre secteur. On suppose que ce qui est naturel et écologique est développement durable. Donc, on peut supposer que le coton bio est naturel et développement durable. Mais on peut aussi poser la question, compte tenu de la quantité de l'eau qu'il faut pour faire pousser le coton, est-ce que c'est responsable de continuer l'utilisation du coton? Est-ce qu'il ne faut pas passer à des matières synthétiques qui demandent moins de l'eau? Voilà, merci. Eric va vous répondre. Oui, alors pour le coton, effectivement, le coton est la culture qui consomme le plus d'eau, 10 000 litres d'eau par kilo de coton. Il y a aussi du coton qui pousse dans des zones où il n'y a pas de stress hydrique. Et effectivement, pourquoi pas imaginer qu'il n'y ait plus que du polyester et du polyamide. Mais bon, ça posera d'autres problèmes. Le schéma, la représentation, je ne sais pas si c'est la représentation qui est la plus importante ou le sens que ce schéma donne. Ce ne sont pas des cercles indépendants, ce sont des cercles qui s'interpénètrent. Et il me semble que la vertu de ce schéma, il est de dire, moi c'est comme ça que je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur, nous ne sommes pas des ayatollahs du bio, nous ne sommes pas des politiques, nous ne sommes pas des gens qui sont là pour militer pour telle ou telle chose. La responsabilité qui prévaut, me semble-t-il, pour un chef d'entreprise, c'est d'assurer la pérennité de son entreprise et de faire que les gens qui vivent de cette entreprise puissent continuer à en vivre. Donc ça subroge toutes les autres données. Le schéma du développement durable, il permet juste de dire on va faire ça, on va faire que cette entreprise puisse continuer à se développer et à vivre et à faire vivre les familles qui en dépendent, mais en respectant le plus possible, compte tenu de la maturité du marché, compte tenu de l'environnement,
de l'environnement économique, l'être humain et l'environnement. Que ça, ce soit pas bien, je le conçois mal. Je pense que ça va dans le bon sens. Voilà, merci Eric. Je vous ai vu, monsieur, je reviens avec vous tout de suite. Le monsieur, vous avez le micro avec vous, je vous en prie. Oui, bonjour, Frédéric Bise. Après avoir entendu les intervenants et relu l'intitulé de l'atelier, étant donné que tout à l'heure on a parlé beaucoup d'innovation, j'aurais aimé avoir un éclairage de votre part sur la notion de coopération, qui pour moi, après un parcours de 25 ans d'entrepreneur à la fois dans l'économie classique et l'économie sociale, est un mode de développement, d'organisation et de management en rupture avec ce qui est aujourd'hui utilisé dans 90% des organisations, qu'elles soient privées ou publiques, dans notre pays ou dans le monde. Merci. Thierry, peut-être vous voulez répondre à cette logique de coopération aussi, puisque vous êtes dans une vision plus transversale aussi dans votre rôle de chef d'orchestre. Alors, moi j'entends coopération entre entreprises pour faire quelque chose, ou entre personnes, mais pas forcément la même entreprise. Il y a deux choses. Il y a l'entreprise, effectivement, en interne. Enfin, comment, avec les collaborateurs, on a un excellent exemple sur, justement, l'entreprise libérée, où chacun, justement, devient un élément de l'entreprise qui va apporter sa pierre par rapport à l'édifice général. Là, on est dans la coopération. Bon, mais moi, je vais plus revenir sur une autre coopération qui est vraiment intéressante aujourd'hui. Je pense qu'on a une grande chance. Enfin, avec tous les enjeux environnementaux qu'il y a, finalement, peut-être que c'est ça qui va nous sauver, peut-être, parce qu'il y a un moment où on n'est plus sur comment faire pour revenir en arrière, mais comment s'adapter. Donc, comment s'adapter, c'est qu'il faut qu'on regarde ceux qui sont autour de nous, puis comment, ensemble, on va y arriver. Ça passe par plein de méthodes. Pourquoi je parlais tout à l'heure de la métropolisation, c'est que peut-être qu'aussi, c'est vachement intéressant, c'est que moi, je sais que je suis vice-président du pôle innovation constructive. Donc, c'est des industriels, c'est des universitaires, c'est des pôles comme Indura et autres, enfin voilà, et puis des gens qui réfléchissent sur la construction durable de demain et la ville de demain. En fait, ce qui est assez génial, c'est que tout d'un coup, on s'est rencontrés alors qu'il n'y aurait pas de problème, on ne se serait jamais rencontrés, et tout d'un coup, on apprend à connaître l'autre et finalement le fondement de son entreprise, que peut-être que, par exemple, la grande distribution ne sont pas forcément des gens qu'il faut bannir, que les grandes entreprises, moi j'ai trouvé des gens géniaux, enfin, je ne vais pas dire de nom, mais vraiment des grandes entreprises qui ont vraiment des révolutions internes qui sont en train de faire, des métamorphoses du coup. Et du coup, avec eux, on part sur des aventures qui sont assez dingues. Enfin, on parlait du colibri, enfin, j'en parle juste 2 secondes, mais on est en train d'offrir à Lac-Mégantic, vous savez, à Québec, cette ville qui a explosé par le passage d'un train. L'année dernière, on est en train de se regrouper avec des industriels pour reconstruire, mais surtout pour leur offrir, on va leur offrir en fait un bar à chansons, mais qui va être un démonstrateur de tous les savoir-faire rhône-alpins, y compris, par exemple, il y a même Hermès qui est dans le coup, parce qu'on voudrait faire imprimer des carrés Hermès sur des toiles Ferrari, pour, voilà, puis il y a toute une histoire qu'on raconte, et le bâtiment va s'appeler le Colibri. Donc voilà, et ça, c'est des aventures, tout d'un coup, où on va découvrir les autres entreprises, partir sur des aventures ensemble, et là, la collaboration est intéressante, parce que chacun joue son rôle, quelle que soit la taille de son entreprise, et c'est l'aventure qui est intéressante, autant que le résultat. Voilà, je crois que ça répond pour partie à votre interrogation. Oui, excusez-moi, juste, il y a un monsieur là qui lève le doigt depuis tout à l'heure. S'il vous plaît. Oui, bonjour, Pascal Leviconi à Cointance. Donc, je suis un facilitateur de partenariat entreprise-association de réflexion. La première, en fait, pour travailler sur ces coopérations, ces innovations, pour en débattre, il faut les connaître. C'est vrai que les grands groupes ont du coup une capacité de communication qui fait qu'on a accès à la connaissance de ce qu'ils font. Et je me demande s'il ne manque pas, en fait, dans les régions de France, et notamment ici aussi en Rhône-Alpes, une caisse de résonance pour repérer, identifier, mettre un zoom de lumière sur ces partenariats entreprises-associations qui ont souvent lieu dans les quartiers, dans les campagnes, dans les agglomérations, et qui concernent beaucoup des PME et des associations de taille moyenne. Donc, d'une caisse de résonance pour pouvoir déjà les connaître et du coup ensuite avoir ce débat sur où est-ce qu'il y a l'ingénierie et de la nouveauté et de l'innovation. Deuxième remarque, dans le champ des partenariats entreprises-associations que nous soulevons, nous n'avons pas évoqué, me semble-t-il, jusqu'à présent dans ce débat, l'autre dimension de ce type de partenariats qui ne sont pas que des relations marchandes, qui peuvent l'être à travers les exemples que vous avez donnés, mais qui sont aussi tout le champ du mécénat et de la philanthropie, qui est une autre forme de relation aussi entre entreprises et associations. Et je dis ça à une heure où en France, on recommence à redébattre du sujet notamment des fondations territoriales et de l'approche territorialisée de ces relations non marchandes d'entreprises-associations. Voilà, c'est pour avoir votre écho sur ces deux questionnements. Merci. Voilà, alors peut-être que d'autres personnes veulent... Alors, monsieur au fond, vous avez le micro juste à côté. Une question, une précision, monsieur Pierre, qui tout à l'heure il parlait des labels.
Je voudrais savoir si ces labels est déclaré, votre label est déclaré en préfecture. Alors c'est une question, attendez, que vous posez à Pierre Pelouzet, c'est ça? Oui, mais c'est Pierre le médiateur. Voilà. Pierre? Alors c'est un label qui est remis par l'État, donc il n'est pas forcément déclaré en préfecture, mais il est signé par le ministre de l'économie, ce qui est déjà pas mal. Et qui, effectivement, au-delà de qui le remet et qui le signe, pour moi l'important c'est qui s'y engage. Ce qui est important, c'est déjà ces 500 entreprises qui ont signé la charte et qui prennent un engagement, et ces 23 qui sont allés plus loin en acceptant d'être audités, de faire tout un travail de progrès là-dessus. C'est ça qu'on veut mettre en avant et c'est ça qu'on veut encourager. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est l'objectif en tout cas de ce label, et tout ça est disponible sur notre site internet. Si vous voulez aller voir la liste, comment ça marche, n'hésitez pas. Merci Pierre. D'autres questions dans la salle? Ah, ça y est, à ma gauche. Merci. Oui, bonjour, Patrick Montier, Société ID Next. Moi, ça fait depuis 2008 que j'assiste à des conférences, à des colloques, à des tables rondes sur la fameuse transition. Et ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on continue de financer des énergies fossiles, on continue de faire du pesticide à tout va. J'ai pas mal de sociétés avec qui je travaillais qui faisaient du textile bio qui se sont cassés la gueule, des amis qui faisaient aussi des bilans carbone qui ont arrêté. On en est à notre 2e ou 3e ministre de l'écologie. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a même une régression par rapport au Grenelle de l'environnement où à l'époque, on voulait changer le monde. Donc moi, ma question, c'est cette fameuse transition, quels sont les signes que vous voyez? Quand est-ce vous pensez qu'on va vraiment basculer dans ce fameux monde B qu'on nous parle depuis des années? Et aujourd'hui, je ne vois toujours pas la preuve d'un quelconque changement. On reste toujours sur l'ancien système. Et bon, voilà ma question. Donc témoignage et questions. Alors Thierry ou Eric, est-ce que l'un d'entre vous, David, est-ce que l'un d'entre vous peut apporter une réponse? Thierry, qui se lance. Bon, en fait, cette je suis à peine écologie. d'accord, mais parce qu'on a envie d'aller vite, enfin, on a envie que ça aille plus vite. Je pense qu'en France, on a la chance d'avoir été extrêmement réactif, même si c'est encore trop lent. Et puis, il y a une chose aussi qu'on n'avait pas prévue. C'est-à-dire qu'on s'est dit, comme on est très français, on a un problème, il faut une solution. Donc, on est dans le comment. Comment résoudre le problème? Donc, on met en fait des procédures en route, on met des labellisations, sans se poser la question finalement du pourquoi. Et l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, depuis quelques temps, d'ailleurs on le voit beaucoup à travers les entreprises, c'est la question du pourquoi. Pourquoi on fait ça? C'est l'environnement. Nous, en énergie positive, on s'est dit, bon, on va travailler avec des industriels pour développer les technologies. Donc on est arrivé à l'énergie positive avec la technologie, mais on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'on a arrêté la technologie. Pourquoi? Parce qu'en voulant faire le bien, finalement, on détachait les gens de leur environnement. En mettant de la techno qui remplaçait... Et en fait, on s'est dit, mais tout d'un coup, on n'y arrivera pas si on ne se pose pas la question du pourquoi et du ensemble. Et même nous, en tant qu'architectes, par exemple, aujourd'hui, on se pose plus la question de créer des lieux de vie pour favoriser après la transition énergétique que de créer des systèmes qui vont faire la transition énergétique d'une manière un peu, un peu industrielle, un peu dure. Voilà. Donc, mais cette révolution, en fait, c'est plus une révolution. Donc cette métamorphose, elle prend du temps, mais elle est impérative. C'est qu'il y a la prise de conscience, c'est la prise de conscience du ensemble, et c'est pas de la réponse. Pour ça qu'elle est longue. Elle est longue, mais à l'échelle du temps, enfin, la révolution qu'on a fait en une dizaine d'années, elle est considérable. Aujourd'hui, on fait des bâtiments, nous, on livre des bâtiments qui 90 € de chauffage par an. Enfin, je veux dire que c'est un truc de dingue, quoi. Enfin, donc, ça veut bien dire qu'il se passe plein de choses, mais voilà, on est. Voilà, David, qui souhaite rebondir sur juste, j'entends ce que dit monsieur, et effectivement, on continue sans doute ici ou là à financer et à être dans le contraire de ce que l'on peut évoquer. Par contre, il faut aussi mettre en valeur ce que l'on fait. Et je donnerai juste quelques exemples. Tout à l'heure, vous m'avez interrogé sur les pôles de compétitivité. Oui. Aujourd'hui, je donnerai 2 exemples. On a un pôle de compétitivité sur la région Rhône-Alpes, qui est le pôle Accéléra, qui est le pôle de chimie environnementale. Aujourd'hui, c'est un pôle qui développe 90% des projets qui sont développés en recherche et développement, et pour certains aujourd'hui à maturation pour être en transfert de technologie, sont des innovations qui vont dans le sens du développement durable. Axel One, qui est une plateforme collaborative aujourd'hui, développe des projets et porte des entreprises qui sont sur des procédés chimiques innovants dans les objectifs du développement durable. Je prends un autre exemple qui est l'UTB, qui est un 2e pôle de compétitivité, qui travaille uniquement sur les nouvelles formes de mobilité, et qui est vraiment dans ce sens-là. Donc, je veux dire, les pouvoirs publics apportent leur soutien à ce type d'innovation. Et puis, ça me permet, puisque j'ai la parole aussi,
Monsieur parlait de la caisse de résonance. Je pense qu'il y a quelque chose peut-être qui a changé, et d'ailleurs c'est peut-être le sens aussi de ce type d'initiative. Et je voyais notre ami de la Cresse, il le sait, pendant longtemps on a passé beaucoup de temps, 90% de notre temps, notamment dans l'économie sociale et solidaire, à définir le périmètre. Et puis on passait 10% à parler du contenu. Ce qui effectivement en matière de caisse de résonance, pour montrer ce que l'on faisait, était un peu compliqué. Ça rejoint d'ailleurs le débat sur les schémas. Parler des schémas, on en a parlé pendant extrêmement longtemps, entre nous, sans en sortir. Quelquefois on communiquait sur ces schémas, personne n'y comprenait rien. Et puis on s'est enfin décidé à parler maintenant, à passer 90% de notre temps à parler du contenu. Et depuis qu'on parle du contenu, de l'opérationnel, de ce que l'on fait réellement ensemble, eh bien ma foi, c'est ça la caisse de résonance, à mon avis, c'est la première caisse de résonance, c'est celle-là, me semble-t-il. Merci David. Léna, vous vouliez ajouter une chose ? Un tout petit mot dans cette optique-là. David, je suis ravie si je pourrais être ambassadrice du Grand Lyon, mais ça veut dire que j'ai été trop consensuelle. En fait, on est quand même des pirates. Et moi, je pense que c'est le plus beau signe qu'on a en ce moment. C'est cette génération qui émerge, qui est en quête de sens et qui se met en marche. Elle se met en marche par différents canaux. Elle rentre par différents moyens, mais en tout cas, elle est là. Elle rentre dans les entreprises. Faites attention, elle est devant chez vous. Elle monte des entreprises, elle est en marche, elle est en action et elle va se structurer. Et c'est tous ces petits signaux qui sont encore très individuels, qui sont en train de se fédérer et de créer cette société B qu'on attendait. Le mot pirate est peut-être pas très adapté, mais quand on voit des jeunes qui viennent avec des projets de start-up qui sont orientés vers l'intérêt général, alors qu'elles pourraient très bien créer une super appli qui leur permettrait d'être achetée par Google dans 6 mois, eh ben on se dit que c'est des signes qui sont quand même hyper positifs et qu'il faut les encourager. Merci Léna. On va peut-être finir, du coup, pour être dans le bon timing, on va peut-être finir effectivement cet atelier. Donc, cher public, je souhaitais vraiment vous remercier pour la bienveillance à l'égard de nos intervenants à travers vos interrogations et partages. Un grand merci aussi aux organisateurs, j'en profite, et tous les bénévoles aussi qui donnent de leur temps et de leur énergie pour vous monter ce type de débat. Sur la nécessité de créer les conditions favorables, en tout cas c'est le regard qui a été porté par nos intervenants à la mobilisation et à la coopération d'acteurs, malgré les cultures et les modes de fonctionnement très différents. Et enfin, nos intervenants nous ont rappelé cette nécessité d'un dialogue permanent pour identifier systématiquement des opportunités de synergie responsables réunissant l'économique, le social et l'environnement. Bonne continuation, je vous invite à rejoindre les prochains ateliers de l'après-midi et puis un temps de pause pour le déjeuner. À très bientôt, merci.